Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette première séance du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire. Les configurations logistiques et technologiques de la salle ne nous permettent pas d'avoir la vue la plus optimale pour celles et ceux qui nous ont rejoints en visio, donc on s'en excuse. Euh, mais on vous propose de commencer dès maintenant. Et donc, je suis Nicolas Legwagner, je suis doctorant en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers et à la chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc ma thèse porte sur les transformations contemporaines de la chirurgie et sur les incidences éthiques des innovations chirurgicales au bloc opératoire, avec un terrain ethnographique au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, qui porte une chaire d'innovation autour du bloc opératoire augmenté sur laquelle on reviendra. Et pour ma part, je suis Clément Cormy, donc je suis doctorant en troisième année à l'Université de technologie de Troyes en informatique et je travaille donc moi plus spécifiquement sur les questions de télémédecine, thèse financée par l'hôpital de Troyes. Euh, et j'ai travaillé donc avec Nicolas sur la thématique du bloc opératoire augmenté, euh, comme vous l'a dit Nicolas, lequel on reviendra un petit peu plus tard, en tant que chargé de mission pour la chaire de philosophie à l'hôpital. Voilà, et comme c'est la première séance, peut-être un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce qu'est la chaire de philosophie à l'hôpital. Alors, si les slides peuvent tourner, c'est mieux, voilà. Donc la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est une chaire universitaire car c'est de spécialité d'avoir une jambe du côté de l'hôpital et une jambe du côté de l'université. Au niveau de l'université, donc c'est le Conservatoire national des arts et métiers, où se trouve la chaire humanité et santé, dirigée par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Et du côté de l'hôpital, c'est le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui est donc un groupement d'hôpitaux qui couvre le secteur de la santé mentale au niveau de la PHP et qui nous accueille aujourd'hui au sein de l'amphithéâtre Morel de l'hôpital Sainte-Anne. La chaire de philosophie à l'hôpital, donc dirigée par Cynthia Fleury, elle a trois grands domaines d'activité. Un volet d'enseignement et de recherche, avec donc un certain nombre de travaux de recherche. Vous pouvez voir les thématiques sur la droite, autour des questions de santé connectée et d'intelligence artificielle, de philosophie clinique et savoirs expérientiels, autour des questions de design capacitaire, autour des questions de nature, patrimoine et soins, ou encore autour de la question de la résilience et de la clinique du développement. Volet d'enseignement et de recherche qui comprend également un espace doctoral où se trouve donc une douzaine de doctorants cette année. Deuxième volet des activités, un volet de formation et de diplomation qui comprend donc toute une série de séminaires au GHU comme ce soir et dans les différentes antennes de la chaire à Clermont-Ferrand, à Prémontré, dans l'Aisne notamment. Et sur le volet formation et diplomation, on travaille également de façon étroite avec l'Université des patients, qui est abritée par Sorbonne Université et qui a investi depuis une dizaine d'années le champ de l'expertise patient et de l'éducation thérapeutique et qui propose donc différents diplômes universitaires pour former des patients experts ou des pairs aidants. Et enfin, un volet d'expérimentation et de déploiement dans lequel on essaie de passer un petit peu plus aux travaux pratiques, notamment en lien avec des agences de design. Et donc on porte par exemple en ce moment un projet au GHU autour de méthodes alternatives à la contention en psychiatrie. Voilà, l'objectif de tout ça, c'est bien d'inventer la fonction soignante en partage et l'alliance entre les humanités, les sciences sociales et les sciences humaines et le milieu de la santé, et donc de faire de l'hôpital un lieu ouvert de partage et de circulation des savoirs, avec un fonctionnement en Creative Commons, qui signifie que tous les travaux de la chaire, ainsi que tous les séminaires, sont ensuite disponibles en accès libre à tout un chacun. Et donc voilà, la séance de ce soir et tout le séminaire sont filmés et seront disponibles à l'issue en replay sur YouTube. Voilà, le programme de ce soir, dans cette séance introductive, c'était un petit peu de dresser un petit panorama de ce que les sciences humaines, notamment la sociologie et l'anthropologie, ont pu décrire ces 50 dernières années concernant les chirurgiens, et plus largement les acteurs du bloc opératoire,
et le bloc opératoire en tant que tel, en tant que niche, niche où se trouve un certain nombre de dynamiques, de ritualisation, niche impactée par le tournant gestionnaire de l'hôpital, et qui a donc été largement décrit par les sciences humaines. Ce petit panorama, il porte donc sur une littérature, grosso modo, de la seconde moitié du XXe siècle et du début des années 2000. Et donc, comme vous le verrez, il y a certaines choses qui peuvent apparaître aujourd'hui datées. Et donc, toute l'idée de ce séminaire, c'est de faire intervenir à la fois des praticiens et des chercheurs en psychologie, en philosophie, en anthropologie, en ergonomie, qui vont proposer des éclairages sur aujourd'hui et sur demain, et donc une forme d'actualisation de ces connaissances. Voilà, et puis ensuite on vous parlera brièvement de la chaire du bloc opératoire augmenté qu'on a évoquée au tout début et dans le cadre de laquelle s'inscrivent ces travaux de la chaire, avant de vous dérouler un petit peu plus les contours du séminaire. Le premier volet qui nous intéressait avec Clément dans le cadre de l'état de l'art qu'on a préparé pour la chaire et qui devrait sortir d'ici la fin de l'automne, s'est construit spécifiquement sur la question des chirurgiens et progressivement des chirurgiennes. Et donc on a des travaux en sociologie des professions, en gender studies, notamment en anthropologie, qui ont essayé de s'interroger sur qui sont les chirurgiens ou la construction de l'éthos, de l'identité professionnelle des chirurgiens. Alors, on a un petit souci. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui avait ouvert son micro. Pour commencer, donc les travaux en sociologie des professions, ils se sont en premier lieu intéressés à décrire finalement c'est l'éthos chirurgical ou le tempérament chirurgical. Et ce qui ressort, c'est que les chirurgiens se construisent autour d'une identité avec des connotations viriles et militaires, articulées autour de valeurs de performance, de compétition, d'extrême rigueur, de perfectibilité du geste. Et donc, il y a toute cette dynamique finalement assez concurrentielle, tournée vers la performance, qu'on retrouve dans d'autres univers. Je pense notamment aux classes préparatoires, aux casernes militaires, et qui forgent très largement le métier de chirurgien, tout autant que des soubassements démiurgiques. Et là-dessus, ce qui ressort, c'est l'importance du pouvoir d'action à la fois très concret au sein du bloc opératoire et de façon plus conceptuelle ou existentielle, pouvoir d'action sur les êtres et les choses, et donc dans une biopolitique sur la vie des patients, des chirurgiens, et le réel de la mort, de la maladie grave qui plane au quotidien, au bloc opératoire, et finalement cette confrontation directe avec la vie et la mort qui est le quotidien des chirurgiens. Et finalement, beaucoup de chercheurs se sont interrogés sur cette dimension qu'on peut estimer un peu caricaturale ou stéréotypée du chirurgien, complètement impassible et stoïque, qui va être extrêmement peu fécond et dans sa relation avec les patients. Et là-dessus, ce qui ressort, c'est que finalement, c'est la violente intimité du geste chirurgical, et donc le fait que le chirurgien, au cours d'opérations qui peuvent durer plusieurs heures, voire une dizaine d'heures, se retrouve en contact intime avec les entrailles du patient, et que ce soin particulier, il est particulièrement agressif par rapport à d'autres soins qu'on peut retrouver en médecine, qui ont en premier lieu une vocation réparatrice. Le soin chirurgical, c'est un soin qui pénètre, qui incise, et qui est donc de prime abord largement agressif et transgressif. On y reviendra. Et sur cette question du manque d'appétence pour le relationnel avec les patients, certains se sont demandé si finalement cette violente intimité du geste chirurgical et ce contact avec les ressorts intimes de la vie du patient ne contribuaient pas à ce qu'une anthropologue qualifie de phobie relationnelle de la part des chirurgiens. Il y a également des travaux dans la lignée de la sociologie de Pierre Bourdieu qui ont cherché à caractériser les dispositions
des chirurgiens. Et finalement, elles sont largement de trois ordres, des dispositions à l'action, avec cette idée que voilà, beaucoup de chirurgiens vont exprimer c'est le fait d'être drivé en permanence par l'adrénaline et le fait d'être dans le vif de l'opération pendant des heures, d'être debout avec toute une valorisation du capital physique requis par la profession. Et donc une forme de primeur de l'agir sur le savoir, dynamique qui, on le verra aussi tout à l'heure, sont en train de changer progressivement. Deux yeux, des dispositions à l'assurance sociale et au leadership. La profession chirurgicale, c'est une profession qui requiert un nombre important d'études, en moyenne une douzaine d'années, et qui est dotée d'un prestige social, d'un capital symbolique important, et qui au sein même de l'hôpital fait partie des professions souvent mises sur un piédestal et qui constituent, ou en tout cas qui ont longtemps constitué une forme de noblesse hospitalière capable de court-circuiter un petit peu tous les circuits hiérarchiques. Et donc tout ça contribuant à cette assurance sociale des chirurgiens. Et enfin, l'endurance physique, je l'évoquais, avec cette idée qui a longtemps contribué à évincer les femmes de la profession d'une nécessaire endurance physique et on pourrait rajouter psychique. Et ensuite des travaux qui se sont intéressés finalement au devenir chirurgien, c'est-à-dire aux mécanismes de socialisation qui produisent l'éthos que je viens d'évoquer. Et donc il y a notamment une thèse qui a été réalisée au tournant des années 2010 à ce niveau-là et qui, avec une immersion au long cours auprès d'internes en chirurgie. Et ce qui ressort très largement, c'est en quoi la chirurgie se révèle une école de la rigueur, avec un apprentissage qui est décrit par Clack aux modalités brutes et brutales et qui est revendiqué comme tel, avec vraiment cette idée qu'il faut en souffrir, et si je veux dire, il faut d'une manière ou d'une autre souffrir de brimades verbales répétées pour devenir un bon chirurgien. Et donc, comme l'évoque cette sociologue Emmanuelle Zolesio, la rigueur pédagogique est de mise, faite de violences symboliques, de brimades verbales et morales répétées. Très concrètement, cet apprentissage du métier de chirurgien au cours de l'internat et puis tout au long de la carrière d'un professionnel, il s'articule autour de deux piliers notamment. Le premier, c'est la perfectibilité du geste. Et finalement, être interne en chirurgie, c'est répéter mille et une fois au cours d'une opération le même geste pour telle opération jusqu'à ce que le mentor qui encadre l'interne le considère suffisamment parfait, c'est-à-dire suffisamment ciselé, le moins intrusif possible et le moins source de complications post-opératoires pour le patient, mais aussi le plus esthétique. Il y a tout un règne finalement et toute une culture de l'esthétique du geste qui prime largement en chirurgie. L'autre volet, c'est une soumission aux attendus hiérarchiques et à des règles parfois arbitraires. Le bloc opératoire, on va y revenir tout à l'heure, c'est un huis clos de l'hôpital très largement hiérarchisé entre les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes, les aides-soignantes, les internes, les externes. Et finalement, être interne, c'est aussi très largement faire apprentissage de ces attendus hiérarchiques qui placent au centre et en haut de la pyramide le chirurgien avec la responsabilité médicale qui va avec. Et dans cet apprentissage de la perfectibilité du geste, ce qui a beaucoup interrogé certains anthropologues, c'est de se demander pourquoi refaire encore et encore, jusqu'à parfois des raisons, le même geste. Et ce qui ressort, c'est que cette forme de paranoïa chirurgicale, pour reprendre les propos d'une anthropologue américaine qui s'appelle Joanne Castle, elle est peut-être le reflet d'une peur et d'une culpabilité ancrée de l'erreur, et que finalement, si un chirurgien senior va demander à un plus jeune de répéter un geste spécifique, c'est parce que peut-être qu'une fois dans sa carrière, il a commis une erreur ou un geste qu'il a réalisé a été source de complications post-opératoires, voire de choses plus graves pour le patient, et que de fait, la culpabilité
qui en découlent poussent le chirurgien à faire en sorte que la même chose ne se reproduise pas chez les plus jeunes. On parlait de violences symboliques et de brimades répétées. Elles sont d'autant plus violentes que cet apprentissage, il se fait en permanence devant un public. On n'est jamais seul au bloc opératoire. Il y a fréquemment à minima une dizaine de personnes, et parfois on peut pousser jusqu'à une vingtaine de personnes qui sont au sein de la salle et qui de fait sont les premiers spectateurs de ce compagnonnage entre l'interne et le chirurgien. Et donc ça peut contribuer, ça contribue à faire de la chirurgie, ce que certains sociologues dans la lignée de Goffman ont appelé une institution totale, ouverte, où finalement il y a ce huis clos permanent entre le même nombre d'acteurs qui se connaissent et qui sont amenés à se fréquenter jour et nuit sans les pauses rituelles auxquelles on peut être habitué dans d'autres organisations. Et j'évoquais juste avant le terme de compagnonnage, compagnonnage qui signifie cet adoubement et cet apprentissage par un père plus âgé et qui est largement présent dans un certain nombre de métiers manuels, que ce soit la boulangerie ou la maçonnerie, et qui est également un des fers de lance de l'apprentissage en chirurgie. Et donc, de fait, le ou les chirurgiens seniors, parfois grands professeurs qui accompagnent les internes, et cette rencontre, l'identification peut-être à ces derniers, constitue un des ressorts importants de l'apprentissage en chirurgie. Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre de travaux qui datent d'il y a une dizaine d'années qui se sont plus spécifiquement intéressés aux dynamiques de genre et aux rapports sociaux de sexe en chirurgie, profession qui a été très largement, et le reste dans une certaine mesure, un bastion masculin. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on compte environ 30% de femmes chirurgiennes. C'était 20% en 2010 et bien moins par le passé. Et donc de fait, un certain nombre de sociologues et d'anthropologues se sont interrogés sur cette culture grivoise qui régnait au bloc opératoire, sur l'expérience également des premières internes femmes en chirurgie, et sur un petit peu leur profil, la façon dont elles vivaient leur expérience au bloc. Ce qu'il faut savoir, si on fait un court détour par l'histoire, c'est que la chirurgie, c'est une discipline qui historiquement est née sur les champs de bataille des différentes guerres, et que cette culture, en tout cas ce soubassement militaire, il irrigue encore aujourd'hui la profession. Et de fait, c'est pas anodin si on parle toujours d'armement des salles d'opération quand les équipes infirmières préparent la salle, par exemple. Dans les autres choses qui ont pu contribuer historiquement à évincer les femmes de la profession, il faut rappeler l'un des interdits coutumiers et le fait que les femmes ayant leurs règles a longuement évincé les femmes du bloc opératoire, avec cette idée que le sang pourrait être vecteur de contamination. Également des interdits légaux plus généraux qui ont évincé pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 19e, les femmes de l'université et donc de fait de la médecine et de la chirurgie. Et puis ensuite il y a cette culture grivoise, ce sexisme omniprésent. Les choses sont en recul aujourd'hui à notre sens, mais on y reviendra tout à l'heure. Elle a été interrogée parce qu'elle paraît assez paradoxale compte tenu du prestige social et du niveau d'études requis pour être chirurgien. Et comme le souligne professeur Régine Berco, qui est sociologue et qu'on recevra dans 2 séances, elle comparait le fait que la chirurgie s'avérait être une enclave rétrograde qui peut être mise en regard avec les formes populaires du virilisme aujourd'hui, les plus connues et les plus dénoncées, comme le milieu de la police ou des usines. Voilà. Très concrètement, quelle forme a pu prendre
cette culture. C'est des blagues récurrentes de la part des chirurgiens qui s'auto-entretiennent entre eux. C'est aussi une sexualisation ancrée des rôles parce que la plupart du personnel paramédical, donc infirmière et aide-soignante, est très largement féminin et sont en dessous de la hiérarchie. Et donc voilà, il y a des formes de jeux ou de rituels assez délétères pouvaient de fait prendre place au bloc opératoire. Cette culture grivoise, elle se révèle aussi par la façon dont les chirurgiens parlaient de leur équipe ou de leurs malades et la responsabilité médicale qui était la leur se traduisait souvent dans un rapport au niveau du discours en tout cas, finalement assez possessif aux malades, avec l'idée que les malades leur appartiennent et que l'équipe qui exerce au bloc, ils la recrutent, puisque pendant très longtemps, c'est eux qui choisissaient l'anesthésiste, les infirmiers, avec qui ils allaient opérer. Et toutes ces, enfin voilà, les termes de recrutement et tout ce champ lexical de la possession n'étant bien sûr pas anodin et contribuant finalement à cette virilité associée au métier. Culture grivoise qui peut aussi étonner parce qu'on n'imagine pas forcément le bloc opératoire comme un lieu nécessairement propice à l'humour. Pour autant, il y a pas mal de recherches là-dessus. L'importance et l'enjeu vital de l'opération, les pics aigus de stress qui peuvent en découler, n'excluent pas l'humour. Un humour souvent noir, mais un humour qui s'avère aussi, pour le chirurgien, une forme de modalité pour gérer ses équipes et pour être un facilitateur de coopération en matière de management et plus facilement avoir par exemple font bénéficier de l'adoubement du personnel paramédical. Voilà. Plus spécifiquement sur les femmes en chirurgie, la féminisation, on l'évoquait tout à l'heure, elle est lente mais néanmoins croissante. Elle date des années 70 avec ce qui a été appelé l'arrivée des internes en chignon, souvent également appelés par les chirurgiens des femmes à couilles. Et ce qui est intéressant à observer en matière de féminisation de la profession, c'est combien elle est très différenciée selon les disciplines. Et il y a une forme de théorème qui, en tout cas de corrélation importante, mais qui ne s'est pas encore à notre sens avérée négative, par le fait que plus on s'éloigne du bloc, et donc plus on est sur des spécialités médico-chirurgicales et un peu moins de la chirurgie du dur, entre guillemets, plus le taux de féminisation s'accroît. Et là, les chiffres sont assez éloquents. Grosso modo, on va avoir 5 à 6% de femmes aujourd'hui en 2021 en chirurgie orthopédique, contre plus de 50-55% en chirurgie, en oncologie pédiatrique par exemple. Avec cette idée que, d'autant plus quand on va être sur des spécialités de chirurgie infantile ou plus portées sur le care, je pense par exemple à la gynéco ou à l'obstétrique, on sera le volume de femmes praticiennes sera nettement plus important. Ce qui est également observé, c'est que très souvent, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, quoique, les femmes chirurgiennes, dans leur expérience au quotidien du bloc, font face à des attendus genrés, et notamment leur père masculin attendent de leur part une forme de travail émotionnel, qu'elles soient particulièrement investies en matière d'écoute de leurs histoires personnelles ou conjugales, forme de travail émotionnel qu'on n'attend pas de la part, que les femmes n'attendent pas de la même manière de la part de leurs collègues masculins, et pendant très longtemps, plus largement, le fait d'être femme au bloc était vu comme un déficit de crédibilité, avec une remise en cause permanente de l'expertise dont elle pouvait faire preuve, avec des interrogations très poussées quand une interne, par exemple, se trouvait enceinte, sur le fait qu'elle souhaitait vraiment devenir chirurgien et qu'elle savait ce que ça supposait.
et sur justement le profil de ces chirurgiennes donc dans les années 2000 qui, envers et contre tout, ont choisi le métier. Ce qui a interrogé les sociologues, c'est de voir que, bizarrement, entre guillemets, beaucoup avaient un certain nombre de militaires dans leur famille, beaucoup avaient 3 ou 4 frères et sœurs, beaucoup faisaient et pratiquaient des sports de combat ou des sports extrêmes, beaucoup semblaient véhiculer une culture importante du travail et d'une forme d'acharnement dans le travail. Et donc tout ça pousse à dire que finalement ils avaient une forme de patrimoine dispositionnel à la socialisation en milieu masculin où les dynamiques peuvent s'avérer antagonistes. Et de fait, entre guillemets, pas de surprise à l'internat, l'internat en chirurgie s'avérait pour elle plus une socialisation de renforcement et de remasculinisation qui prolongeait des dynamiques qu'elles avaient pu connaître par le passé. Et ensuite, il y a un petit peu 2 profils, sans être trop binaire, de chirurgiennes au bloc opératoire. À nouveau, on parle de dynamiques qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans et qui sont plus aussi nettes aujourd'hui. Il y avait des chirurgiennes qui choisissaient de s'affirmer en prolongeant en permanence les joutes oratoires et l'humour grivois des chirurgiens, et en les relançant là-dessus, et qui essayaient justement de se faire une place en montrant leur capacité à répondre et à rétorquer. Et d'autres, à contrario, qui choisissaient plutôt de contourner le stigma et de se faire discrètes, de montrer que elles étaient bonnes dans la pratique, mais d'éviter autant que possible toute dynamique confrontationnelle qui, de surcroît, pouvait être ou pouvait s'avérer ultérieurement problématique pour leur avancement dans leur carrière. Et à un autre niveau, il y a des sociologues qui sont aussi interrogés sur la façon dont les chirurgiennes travaillaient et coopéraient avec le personnel paramédical et notamment les infirmières. Et là-dessus, ce qui ressort, c'est que pendant assez longtemps, tout du moins, les infirmières étaient moins amenées ou moins tentées de répondre aux ordres et de coopérer avec des chirurgiennes femmes qu'avec des chirurgiennes hommes, et ce qui a longtemps poussé à des dynamiques de reféminisation de la part des chirurgiennes et de finalement plus jouer sur leur, de manière parfois implicite et inconsciente, de jouer sur leur féminité, sur les liens qu'elles pouvaient avoir en tant que femmes avec le personnel paramédical, pour s'affirmer auprès d'elles et se faire respecter. Et de fait, les espaces qui peuvent les relier, le fait, la maternité, la gestion des babysitting et toutes les tâches genrées auxquelles ça donne plus souvent les femmes, constituaient des sujets récurrents de discussion entre chirurgiennes et infirmières. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais juste pour revenir sur cette question de la phobie relationnelle ou de la cécité empathique des chirurgiens. Il y a encore assez peu de travaux en psychologie qui ont essayé de décortiquer finalement qui étaient les chirurgiens, mais ce qui ressort de ce stéréotype du chirurgien qui va passer de façon express en post-opératoire dans les couloirs et va à peine adresser 2 mots au patient et va autant que possible éviter tout contact avec la famille ou toute discussion plus prolongée. C'est fondamentalement pas que le chirurgien n'aime pas le patient ou n'a pas le temps. Ça peut jouer, mais avant tout, finalement, c'est une forme d'armure psychique que le chirurgien se construit dans les 10-15 premières années de son expérience au bloc, et qui est une stratégie de défense pour essayer d'éviter un trop-plein émotionnel. Et ce que racontent beaucoup de chirurgiens, c'est que finalement, les 10 premières années de leur internat et ensuite de leur activité au bloc, ils sont littéralement bouffés par les patients, par des possibles erreurs qu'ils ont pu faire, et tout simplement par les histoires personnelles et le vécu des maladies chroniques ou des traumas de leurs patients que certains n'entendent pas la nuit, et que progressivement ils se construisent cette forme d'armure pour essayer autant que possible d'éviter d'être envahis. Par ailleurs, l'éthos que j'ai pu décrire tout à l'heure de performance, du culture militaire, il est aussi nécessaire que dangereux. Et j'aurais pu le rappeler au début,
loin de nous l'idée de porter un jugement moral là-dessus. Ces dynamiques, elles sont observées avec un regard tout à fait extérieur et bien souvent non soignant par les sciences humaines. Et force est de constater que dans bien des cas où l'opération est susceptible de déraper, la forme de certitude du chirurgien, à ce moment-là, peut s'avérer, et son sang-froid et sa maîtrise peut s'avérer nécessaire et capital. Plus largement, ce que tout ça révèle, c'est le stress chronique et la fatigue émotionnelle conséquente et constante des chirurgiens et de l'ensemble des équipes au bloc. Le fait que l'activité elle est non-stop, elle est en permanence incertaine. Une opération peut s'ajouter de dernière minute au bloc opératoire si un greffon est récupéré et qu'il est possible de faire une greffe sous quelques heures au bloc. Et tout ça contribue à une stress et à une anxiété qui ne sont très peu prises en compte et considérées au niveau institutionnel. Et à contrario d'autres disciplines comme la cancérologie, comme les soins palliatifs, il y a très peu d'espace de groupes de parole ou de débriefing qui permettent aux chirurgiens et aux équipes du bloc de développer des stratégies de coping et de souffler un petit peu. Sachant que tout ça contribue à créer des risques psychosociaux et professionnels notables, et on connaît, on sait bien à quel point le risque d'épuisement professionnel et de burn-out est prégnant chez les chirurgiens. Il y a des études qui ont largement montré que la probabilité d'être en burn-out chez les chirurgiens est corrélée au nombre d'heures passées au bloc opératoire, passées à exercer son métier de manière plus générale, et qu'au-delà de 80 heures par semaine, et vous m'entendez 80 heures, le risque est nettement accru. Par ailleurs, le taux de suicide des chirurgiens est le double de celui de la population générale, et ponctuellement, des suicides au sein d'établissements remettent le sujet à l'agenda médiatique, sans pour autant que, à date, il n'y ait réellement de dispositif institutionnalisé. On y reviendra d'ailleurs dans une des séances où on évoquera ce que les nouvelles technologies et certains dispositifs de réalité virtuelle essayent d'esquisser à ce niveau-là. Toutes ces dynamiques, je l'ai un petit peu évoqué en filigrane, elles sont néanmoins en train de bouger parce que la profession se féminise, parce que les mœurs et les normes sociales évoluent, parce qu'on passe progressivement à un modèle plus autonomique et moins paternaliste de la relation médecin-malade, et on le verra tout à l'heure, tout ça bouscule un petit peu cet activisme chirurgical et ce stoïcisme originel. Un petit point aussi, pour revenir tout à l'heure, on parlait d'un acte chirurgical qui peut s'avérer agressif et violent plus que réparateur. Là-dessus, il y a un chirurgien, désormais docteur en philosophie, Michel Caillol, qu'on aura le plaisir d'entendre dans le cadre du séminaire, et qui a consacré sa thèse à cette question. Et lui qualifie l'acte chirurgical d'acte violent, et dans violence, il distingue deux pôles, la dimension d'agression et la dimension de transgression. On parle bien d'actes violents et non de profession violente. Il ne s'agit pas en aucun cas de qualifier la chirurgie de violente par essence, mais bien l'acte, sa spécificité technique et ce qu'on décrivait tout à l'heure en matière d'acte incisif qui éventre le patient pour avoir accès à ses organes, qui peut s'avérer violent, à contrario de la finalité qui est de protéger, réparer la personne humaine. Cette agressivité, elle s'avère source d'angoisse ontologique pour le chirurgien, dans la mesure où il n'est pas sans se rappeler que ce qu'il fait contribue à désacraliser, tout du moins le temps de l'opération, le corps du patient, et que en faisant notamment couler du sang, ce qui historiquement a été un acte de puissance, mais aussi un acte transgressif, il contribue à désacraliser le corps du patient.
Et face à ça, il y a Michel Caillol et d'autres chirurgiens comme Anne-Laure Bock ont essayé d'esquisser ce à quoi ressemblerait une posture éthique pour le chirurgien. Et la première chose qui ressort, c'est justement de prendre acte de ce caractère doublement sacré et qu'on oublie, qu'on évacue peut-être trop souvent, du corps personne humaine et de l'acte chirurgical en tant que tel. Et je pense que là, il est important de souligner ce terme de corps personne humaine, c'est-à-dire que pendant l'acte opératoire, très souvent, le chirurgien va être amené à objectiver le corps du patient, et donc à voir plus un corps, et même une zone opératoire, qu'un patient en tant que tel. Cette objectivation, elle est nécessaire à bien des égards pour le bon déroulement de l'opération. Pour autant, elle ne doit pas faire oublier que derrière ce corps se cache une personne humaine qui, le temps de l'opération, est bien souvent, tout du moins en chirurgie viscérale, sous anesthésie générale, mais qui, par le passé, s'est livré au chirurgien, a donné son consentement pour l'opération, et pour qui l'opération peut s'avérer une question de vie ou de mort. Et donc sur cette conceptualisation de la posture éthique, le docteur Anne-Laure Bock a proposé une triple éthique de l'action, du travail bien fait et du sujet. Éthique de l'action, prenant acte, comme on l'évoquait tout à l'heure, que de fait la chirurgie et le chirurgien a cette disposition ancrée à l'action avec une primeur de l'agir sur le savoir, de toujours bien veiller à ce que les soins soient proportionnels aux besoins du patient, à ce que la douleur soit prise en charge, à ce que les décisions soient prises de manière collégiale et à ce que tout soit fait dans une posture d'écoute active du patient. Éthique du travail bien fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette perfectibilité permanente du geste et cette forme de culture de l'esthétique du geste, avec l'idée de pousser autant que possible à la perfection du geste, de l'acte et du résultat. Et enfin, culture du sujet, pour justement essayer que, autant que possible, le chirurgien reconstruise le patient après l'avoir déconstruit et objectivé pendant l'opération. Et là-dessus, à garder en tête que, au-delà de cette éthique un petit peu hégémonique, tout du moins dans l'idée pour la profession, il y a bien ensuite une éthique spécifique à chaque spécialité. Alors on ne pourra pas les balayer une par une, mais par exemple dans le cas des transplantations hépatiques, force est de constater qu'il y a toute une posture éthique et une éthique propre à la transplantation, qui de fait appelle à des reconfigurations identitaires pour le patient, qui s'avère une aventure, avec une logique de don contre don, un sentiment de dette souvent profond, mais aussi des dynamiques sociales, dans le cas des maladies hépatiques, un stigma qui peut être particulièrement important et qui est à prendre en compte par le chirurgien. Être chirurgien en 2021, c'est aussi faire partie d'une profession qui est de plus en plus fragmentée et hyper spécialisée. Pendant très longtemps, on a eu ce monopole du chirurgien généraliste qui était un petit peu touche-à-tout, qui n'était pas nécessairement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, associé à un anesthésiste, donc il prenait lui-même en charge, ou quelqu'un du bloc, le volet anesthésie quand il existait. Et depuis les années 80, avec donc l'affirmation progressive des anesthésistes et plus largement l'autonomisation d'un certain nombre de professions au sein de l'hôpital, les gastro-entérologues, les cardiologues ou les rhumatologues pour n'en citer que quelques-uns, le chirurgien a dû partager finalement son domaine d'activité avec d'autres. Et donc les années 80 ont signé cette fin du chirurgien généraliste. Et de fait, la chirurgie est de plus en plus spécialisée, et au sein même de la chirurgie orthopédique, on est bien souvent spécialiste de la chirurgie du genou, et même peut-être plus spécifiquement d'un ou deux types d'opérations du genou. Donc une spécialisation qui va croissante avec le développement de techniques toujours plus spécialisées. Il y a des clivages notoires qui, de fait, ont proliféré, notamment entre la chirurgie lourde et des spécialités qui vont être moins invasives, entre
la chirurgie dite du mou, qui pour certains est considérée plus noble car elle met en jeu les organes par rapport à une chirurgie du dur, parfois on aurait dû peut-être mettre des guillemets dans les slides, du bricolage, comme la chirurgie orthopédique. Des clivages entre ce qui est qualifié par certains de vraie chirurgie, à contrario par exemple de la chirurgie esthétique. Des clivages qui peuvent être liés aussi à la plus ou moins grande place que prend le chirurgien par opposition aux oncologues, aux radiologues, dans le diagnostic, et qui contribuent à des bruits de couloir et un certain nombre de joutes indirectes au sein de l'hôpital. Ces choix de spécialisation, au-delà de ces clivages, ils sont aussi de plus en plus modulés au niveau de l'aptitude que pourront avoir les internes à ultérieurement quitter l'hôpital public et à rejoindre le privé. Depuis la 20-30 ans, il y a une répartition qui se fait de façon de plus en plus nette entre le public et le privé au niveau de la chirurgie, avec un secteur privé qui se charge d'un certain nombre d'opérations entre guillemets relativement simples et tout du moins standardisables au possible, et donc grâce auxquelles ils vont pouvoir augmenter de façon importante les cadences et le programme opératoire, et un hôpital public qui se recentre sur des opérations plus complexes et sur ses activités de recherche. Hôpital public qui propose aussi des rémunérations moins importantes, dont les capacités financières ne permettent pas toujours l'acquisition des dernières technologies. Et de fait, ces différentiels contribuent à orienter de façon croissante un certain nombre d'internes vers l'hôpital privé. Être chirurgien en 2021, c'est aussi avoir à jongler avec un certain nombre de nouvelles techniques, et en particulier deux sur lesquelles on souhaiterait revenir, qui ont été encore peu explorées par la littérature en sciences humaines, c'est l'endoscopie, puis le robot. À la fin des années 80 est donc arrivée l'endoscopie, qui a permis le progressif avènement de la chirurgie mini-invasive. Et donc aujourd'hui, pour un certain nombre d'opérations, il est possible d'opérer un malade en lui faisant une petite incision de 5 à 10 cm, et grâce à cette incision, de pouvoir insérer à l'intérieur du malade un endoscope, qui est donc une petite caméra qui va permettre de retranscrire en direct et aux yeux de tous sur un grand écran la réalité de ce qui se passe à l'intérieur du corps, et petite incision qui permet aussi d'insérer des trocars, donc des formes de tubes plastiques au sein desquels sont manipulés des instruments par le praticien. L'endoscopie est là largement rebattu les cartes de la chirurgie, puisque la chirurgie mini-invasive présente des bénéfices nets en post-opératoire pour le patient, des durées d'hospitalisation moindres, une cicatrisation qui va se faire plus rapidement, des complications moins fréquentes, etc., etc. Elle a également créé des contraintes nouvelles pour le chirurgien, et ce qui a pu notamment déstabiliser profondément les praticiens, et on y reviendra dans la 7e ou 8e séance du séminaire, c'est cette perte du contact tactile avec le malade et avec les entrailles du malade. Plus largement, elle a pu signer d'une manière ou d'une autre la fin de l'idéal type du chirurgien barbier qui a longtemps prédominé dans la profession, de façon sûrement sous-jacente, hein, et de ce côté, grand chirurgien, grande cicatrice, puisque c'est pas plus nécessairement à cela qu'on peut, ou qu'en tout cas dans les couloirs, on distingue un grand chirurgien. Et pour répondre aux limites de l'endoscopie qui entraînaient des postures complexes pour le praticien, qui ne seraient pas forcément ergonomiques, est arrivé dans les années 2000 le robot chirurgical, qui lui de fait a à nouveau présenté un certain nombre de bénéfices pour le patient, mais a surtout permis un certain nombre de bénéfices techniques et en matière de qualité de vie au travail pour le chirurgien, donc des postures plus aisées,
au risque néanmoins d'une plus grande distanciation physique et peut-être psychique. C'est-à-dire que quand un chirurgien manipule les instruments à l'appui d'un robot, il se trouve être écarté à l'écart du corps du patient, souvent au fond de la salle où se retrouvent les manettes du robot, tandis que les infirmières sont quant à elles au plus proche du corps du patient. Et donc cette distanciation littéralement spatiale du chirurgien a pu entraîner des problèmes accrus de communication, contribue à distancier aussi émotionnellement, intellectuellement peut-être le chirurgien du patient. Et tout ça reste largement à évaluer, et les études, d'autant que les études médico-économiques sont encore peu nombreuses et portent encore à débat. Pour certains, le robot s'avère être une stratégie commerciale plus qu'autre chose, avec des gains pas forcément notables pour le patient ou pour les praticiens. Un coût qui reste prohibitif. Le robot d'Avinci, qui détient le monopole du marché, coûte en moyenne 1,5 million. Et donc, naturellement, tous les hôpitaux ne peuvent pas en acquérir. Et le fait, et à contrario, la possession d'un robot constitue un facteur différenciant entre deux hôpitaux. Et voilà. Et donc, les développements aujourd'hui, pour passer à l'étape d'après le robot, il se porte sur une co-manipulation croissante de la machine, et sur un avènement progressif de la robotique autonome et de la réalité augmentée. On y reviendra en parlant d'Asher Bopa. Le bloc opératoire et les chirurgiens, ils sont également marqués par une culture de sécurité et d'infaillibilité. Au niveau de l'hôpital, la culture de sécurité, elle a commencé à se formaliser dans les années 70, et elle est largement venue des autres industries à risque, notamment nucléaires et aéronautiques, qui ont eu un grand temps d'avance sur la médecine à ce niveau-là. Et de fait, culturellement, avec son arrivée progressive, elle s'est trop souvent traduite par une proscription dans les discours de l'erreur chirurgicale. Faire une erreur, c'est une faute, c'est être un mauvais praticien, c'est ne pas pouvoir devenir PUPH, professeur des universités à terme, et donc ça doit être tu. Et cette dynamique culturelle qui est aujourd'hui remise en question, elle a contribué à rendre invisible pendant très longtemps les erreurs qui pouvaient se produire au bloc opératoire, et ce qu'on appelle au niveau de la HAS les événements indésirables graves. Depuis les années 90, ce tabou, cette impensée de l'erreur chirurgicale, il a été progressivement rendu visible par le fait que, alors c'est un mouvement qui a été initié aux États-Unis puis qui est arrivé en France avec la HAS dans les années 90-2000, on a imposé de collecter au niveau régional, puis ensuite de consolider au niveau national le volume d'événements indésirables graves. En France, on les estime entre 60 et 95 000 par an, toutes spécialités médicales confondues. Ce qui ressort de l'analyse macro des événements indésirables graves, qui ensuite sont gradués selon ce qu'ils ont pu entraîner, s'ils ont supposé que le patient soit réopéré, s'ils ont entraîné des complications post-opératoires pour le patient, s'ils ont contribué à l'invalidité de certains organes du patient, voire s'ils ont contribué à son décès. Finalement, la grande majorité des EIG, ils sont bien plus liés à des facteurs humains et organisationnels qu'à un manque de compétences médicales. Autrement dit, ce qui a péché et ce qui pêche dans ces EIG, c'est bien plus des questions de communication, notamment au sein des équipes, que stricto sensu l'habilité du chirurgien ou des soignants. Et pour y répondre, il y a des programmes protéiformes de gestion des risques qui se sont progressivement développés
au sein des hôpitaux et des blocs et qui ont pris 3 formes notables. Le premier, ça a été de dire on standardise autant que possible et on protocolise autant que possible les procédures. Et le symbole de tout ça, c'est la checklist qui, depuis une petite trentaine d'années, est obligatoire au bloc opératoire et donc permet, en amont de l'opération, de s'assurer d'un certain nombre d'items qui doivent être vus à l'oral par l'ensemble des acteurs du bloc. Le deuxième volet, ça a été d'essayer de favoriser des dynamiques de coopération et de travail en équipe avec des formations, des bases un peu de psycho et de management notamment, qui ont progressivement été développées sur le modèle du co-resource management et de choses qui avaient été expérimentées dans l'aviation. Et donc dans l'aviation, ils étaient partis du constat de se dire que sur des vols long courriers de 8-10 heures, un certain nombre de personnes au sein du cockpit et dans l'avion doivent coopérer quoi qu'il en soit, et de fait il faut leur donner des outils et les épauler pour ce faire. Donc il y a des modèles un peu parallèles qui ont été développés au sein de l'hôpital. Troisième volet de ces programmes de gestion des risques, l'idée finalement d'identifier, d'évaluer et de réduire autant que possible les risques et donc progressivement d'être autant que possible dans une logique de prévention. Et donc là-dessus, un des exemples de ce qui a pu être mis en place, c'est des revues de mortalité et de morbidité qui permettent de caractériser sur quel type d'opération, sur quel type de patient, etc., avec quel type d'outils ces EIG adviennent le plus fréquemment. Voilà, et pour revenir à ce que j'évoquais sur cette proscription d'erreurs chirurgicales, au-delà de toutes ces facettes de gestion de risque qui peuvent être développées, la dimension culturelle, elle n'est pas à minorer, et donc le professeur Eric Vibert, qu'on recevra dans l'avant-dernière séance du séminaire et qui a publié récemment un livre sur la question intitulé Droit à l'erreur, en parlera sûrement. Le fait d'utiliser une checklist, de bénéficier d'une formation en psycho, etc., ne saurait exonérer le fait que des pratiques plus collégiales, un management plus démocratique au sein du bloc opératoire et une culture qui tend à déculpabiliser l'erreur et la voit comme un facteur de progression et d'amélioration plutôt que comme un frein à la carrière et quelque chose qui devrait être tu. Toute cette dimension culturelle est bien sûr pas à minorer. La chirurgie et être chirurgien en 2021, c'est aussi faire face à un certain nombre de mutations organisationnelles. On a évoqué tout à l'heure avec l'endoscopie et le robot des mutations d'ordre plus technique ou technologique. Mais de fait, en ces 20-30 dernières années, l'hôpital a beaucoup changé, était marqué par un tournant gestionnaire important sur lequel Clément reviendra tout à l'heure. Et ce qu'une célèbre tribune du Monde avait appelé la déprime du bistouri a pris la forme d'un discours autour de la crise de la chirurgie, un discours qui a été particulièrement prévalent dans les années 2000. Et ce qui était mis en avant dans cette tribune et plus largement dans les mobilisations collectives de syndicats de chirurgiens, c'est le fait que le développement de la tarification à l'activité au sein de l'hôpital, le fait que les revendications corporatistes ou salariales des anesthésistes, des infirmières, les injonctions croissantes au principe de précaution, le fait que certains actes étaient moins pris en charge par la sécurité sociale et entraînaient des rémunérations en baisse pour les chirurgiens, le fait que les rapports avec les patients étaient de plus en plus judiciarisés et entraînaient par ricochet des primes d'assurance professionnelle en hausse, tout ça contribuait à les entendre à une profession qui était au bord de l'asphyxie et qui n'arrivait plus à recruter. Un certain nombre de sociologues, dont Régine Berco, qui ont analysé ce discours, montrent que plus qu'une crise des vocations, finalement, c'est une profession. Enfin, tout ce discours, il était le témoin de bouleversements et déstabilisation de la profession chirurgicale. Déstabilisation, on en a déjà évoqué un certain nombre. La redéfinition, finalement, de ce que c'est que l'opération, par l'avènement de la chirurgie mini-invasive, par le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus recours à l'opération pour affiner le diagnostic. Les techniques de radiologie interventionnelle ont aidé finalement à faire en sorte que aujourd'hui, tout du moins dans la plupart des cas, on opère
au vu d'un diagnostic qui n'est plus à étayer, qui pourra être affiné pendant l'opération, mais qui n'est plus à étayer stricto sensu par l'opération. Profession déstabilisée aussi par cette concurrence croissante entre le secteur public et le secteur privé, j'en ai parlé tout à l'heure, et crise des vocations qui n'en était pas vraiment une, mais qui était plus l'impact d'un numerus clausus et de la féminisation de la profession qui a contribué à faire en sorte que la chirurgie n'était plus nécessairement sur le podium des 3 spécialités les plus choisies et valorisées aux épreuves nationales classantes par les internes, même si elle reste largement, et à nouveau dans les chiffres de cette année, parmi les spécialités en tête de classement. Déstabilisation aussi au niveau intra-hospitalier, parce que le tournant gestionnaire de l'hôpital et le fait que de plus en plus on gère un hôpital comme on gère une entreprise, a signé la fin des grands patrons. Si autrefois, comme on l'évoquait tout à l'heure, le chirurgien pouvait recruter ses propres anesthésistes, ses propres infirmières pour opérer, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'arrivée de cadres de santé, donc de cadres administratifs au sein des blocs opératoires, a contribué à changer la donne. Les pressions financières croissantes qui pèsent sur l'hôpital ont également pu réduire les marges de manœuvre de la profession. Voilà, et pour en finir sur cette question des chirurgiens, je l'évoquais à plusieurs reprises, toutes ces dynamiques qu'on vient d'évoquer, elles ont pour certaines 20-30 ans, et un certain nombre de choses ont pu évoluer, et d'ailleurs ont évolué ces dernières années. Et dans le cadre du terrain qu'on a pu conduire avec Clément au printemps dernier au sein du centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse, un certain nombre de thématiques nous ont paru particulièrement révélatrices de la reconfiguration de l'éthos chirurgical. Et donc sous l'effet de ce que je décrivais précédemment, donc de la féminisation de la profession, de l'avènement d'un certain nombre de nouvelles techniques, endoscopie et robots notamment, sous l'effet du tournant gestionnaire de l'hôpital et des attentes nouvelles des jeunes générations quant au travail, cet ethos, il est en train de changer. Et donc c'est l'objet de plusieurs publications que nous sommes en train de préparer et qu'on a résumé au sein de ce graphique. Aujourd'hui, la jeune garde chirurgicale, alors c'est pas forcément pertinent de mettre une barrière d'âge là-dessus, mais grosso modo, c'est plutôt des chirurgiens et chirurgiennes en dessous de 50 ans. Cette jeune garde chirurgicale, il se démarque d'abord par une certaine prise de distance quant à la centralité du travail et une conception plus polycentrique de l'existence. Chose qui n'est en rien le seul cas de la chirurgie, mais qu'on retrouve dans un certain nombre de professions médicales et plus largement dans le rapport des jeunes générations au travail. Donc distance quant à la centralité du travail qui se traduit par un rapport moins totalisant au bloc. Auparavant, le bloc, c'était la vie. Et pour certains ça l'est toujours. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est, et ce que les chirurgiens expriment, c'est finalement le souhait d'entretenir un réseau social qui ne soit pas exclusivement professionnel, le fait de pouvoir avoir un certain nombre de projets extérieurs, le fait aussi plus largement de pouvoir finir certaines journées à 18h par exemple pour aller chercher ses enfants à l'école, et donc une forme de remise en question de ce mythe de la disponibilité permanente qui a longtemps structuré le métier. Cette distance quant à la centralité du travail, elle se retrouve aussi par une focale plus importante mise par la qualité de vie au travail de la part des chirurgiens, et on y reviendra dans le cadre de la chaire BOPA, mais c'est pas anodin qu'un certain nombre de projets qui sont abrités portent justement sur cette question de comment on améliore et comment on favorise, comment on améliore la gestion du stress par les équipes, comment on favorise une forme d'homéostasie émotionnelle au bloc opératoire. Et enfin, elle se démarque par une forme de moindre intérêt pour la carrière de PUPH qui était, et qui a pendant longtemps été, qui l'est encore dans une certaine mesure, sacro-sainte au sein de l'hôpital. Donc d'obtenir le statut de professeur des universités praticien hospitalier, et donc pouvoir disposer aussi
d'une activité de recherche clinique et d'enseignement au sein de la faculté de médecine n'attire plus autant qu'avant, et un certain nombre de chirurgiens et chirurgiennes avec qui on a pu s'entretenir nous ont évoqué le fait qu'ils ne le considéraient pas comme une option de carrière. Deuxième volet, par rapport à cette dynamique extrêmement verticale qui pouvait avoir lieu au bloc par le passé, ce qu'on observe, c'est une plus grande horizontalité des rapports socioprofessionnels entre chirurgiens, anesthésistes et personnel paramédical, des rapports marqués par une plus grande confiance mutuelle, par aussi plus de réciprocité avec des infirmières qui vont peut-être se sentir plus à même d'interroger le chirurgien sur ses pratiques, qui vont peut-être plus facilement pouvoir faire preuve de retour d'expérience sur leur propre pratique de soins infirmières, et un compagnonnage qui se structure un petit peu moins que par le passé dans un strict rapport de maître à élève, et qui est à nouveau plus bidirectionnel qu'il ne l'était par le passé. Troisième volet de cette reconfiguration de l'éthos chirurgical, des chirurgiens qui sont finalement plus à même d'exposer leur vulnérabilité et, pour le dire de façon peut-être un peu crue, un chirurgien qui se découvre faillible, vulnérable et in fine humain. Comment ça se traduit très concrètement ? Déjà par une reconnaissance affirmée et répétée au cours des entretiens notamment qu'on a pu conduire, de l'interdépendance des équipes. Et voilà, pour paraphraser beaucoup de chirurgiens qui nous disaient « mais moi sans les infirmières et sans les équipes, je suis rien ». Et donc voilà, une forme de remise en cause dans le discours de cette omnipotence passée du chirurgien. Un changement du rapport à l'erreur également, qui progressivement, même si le mouvement d'acculturation prend du temps, mais est plus facilement évoqué en réunion staff et plus perçu comme facteur d'amélioration. Un humour au bloc opératoire qui est aussi plus porté sur l'autodérision du chirurgien, que ça ne pouvait être par le passé, ainsi qu'un besoin d'assistance technique réaffirmé. Et donc un certain nombre des projets de la chaire BOPA partent justement de ce constat de se dire le chirurgien ne peut pas tout. Parfois il est complètement KO et à bout. Il a besoin éventuellement par exemple un agent conversationnel, un chatbot, puisse remplir pour lui le compte-rendu post-opératoire pour éviter qu'il soit trop lacunaire. Quatrième volet, et j'en ai fini, ce qui nous a également surpris avec Clément, c'est l'accent mis par les chirurgiens interrogés sur la dimension intellectuelle et cérébrale de leur métier. Pendant très longtemps, la chirurgie elle a été largement décrite, et la passion des chirurgiens pour leur métier, souvent expliquée par la dimension éminemment manuelle du métier. Or, finalement, quand on interroge un certain nombre de chirurgiens aujourd'hui, ce qu'ils vont nous dire, c'est que, en tout cas, passé quelques années, finalement, l'acte opératoire en tant que tel, c'est plus nécessairement ce qui va les marquer et les stimuler le plus. Mais par contre, que toute la dimension de stratégie, et stratégisation en amont, tout le suivi holistique du patient, et donc dans le cas de la chirurgie hépatique ou céréalisé-stérin, les pathologies chroniques sont fréquentes et donc appellent un suivi au long cours du patient plus fréquent que dans d'autres spécialités chirurgicales. Cette intellectualisation du métier, elle se traduit également par un intérêt accru pour l'innovation et pour des collaborations avec d'autres métiers. Et c'est finalement aussi ce qui a fait que un certain nombre de chercheurs dont nous faisons partie ont été sollicités pour mener ces travaux de recherche. Alors merci beaucoup Nicolas pour cette première partie, pour cette première présentation de finalement qui sont les chirurgiens et chirurgiennes. Et donc je vous propose une deuxième partie sur le bloc opératoire comme niche anthropologique qui a notamment été bousculé par le fameux tournant gestionnaire de l'hôpital et l'arrivée croissante des technologies. Alors, comme nous l'avons vu, le bloc opératoire, c'est un terrain très fertile pour les anthropologues, pour l'anthropologie de manière générale, et une des thématiques qui est beaucoup ressortie au niveau de ces études anthropologiques, c'est la ritualisation du bloc opératoire. Et notamment, Marie-Christine Pouchel,
qu'on recevra sur la prochaine séance, a beaucoup travaillé cette question de la ritualisation, dont elle donne la définition suivante. Donc par ritualisation, j'entends le développement de comportements stéréotypés et répétitifs, destinés à conjurer le malheur, à assurer le succès des procédures, à canaliser les affects, à cimenter la communauté des initiés et à distinguer de la masse informe des profanes. Donc en premier lieu, cette ritualisation, elle vous fait appartenir vraiment au bloc opératoire, au corps des gens du bloc. C'est une expression qui est beaucoup revenue au cours de notre terrain. Quand on parle indistinctement des gens qui travaillent au bloc opératoire, ils se nomment les gens du bloc. Mais ces rituels, ces petits gestes routiniers finalement, qui sont largement anodins, permettent également le bon déroulé et la stabilité de l'opération. Ça participe, un peu comme pour le sportif de haut niveau finalement, à cette fameuse homéostasie dont Nicolas parlait tout à l'heure et dont on pourra revenir notamment en introduisant la séance du docteur Nous. Donc tous ces rituels participent finalement à baliser, mais aussi à banaliser quelque part le chemin de l'opération. Ils permettent d'assurer une bonne cohésion, une bonne coordination entre tous les protagonistes du bloc opératoire, si bien qu'ils sont plus importants pour mettre... si bien que leur rôle va être non pas tant médical, leur importance médicale, alors effectivement la checklist parce que ça a participé à faire diminuer les erreurs, mais finalement l'importance de la ritualisation au bloc opératoire, c'est surtout de mettre tout le monde dans les bonnes dispositions pour opérer. Cette ritualisation, elle a amené certains auteurs à parler de grandes messes, du coup, pour décrire les interventions. Alors, même si ce terme a plus été employé pour de très longues opérations, très lourdes opérations, notamment dans le cadre de la transplantation, qu'elle soit cardiaque ou hépatique, mais voilà, il y a vraiment cette image, encore une fois, du sacré, du rituel au bloc opératoire et en chirurgie. Pour d'autres auteurs, ces rituels ont participé d'une théâtralisation du bloc opératoire. Donc en anglais, un des termes pour décrire le bloc opératoire, c'est operating theater. Mais finalement, pourquoi la configuration du bloc peut-elle faire penser à un théâtre ? Eh bien, comme vous disiez Nicolas, il y a finalement des acteurs centraux au bloc opératoire qui sont, alors, le patient, évidemment, puisque c'est sur lui que se pratique l'opération, mais surtout les chirurgiens, et le monde va s'organiser autour du coup de ce binôme patient-chirurgien, avec donc l'infirmière instrumentiste d'un côté, l'infirmière circulante de l'autre qui va apporter le matériel au fur et à mesure, avec souvent à la tête du patient, alors en tout cas pour la chirurgie viscérale, l'équipe d'anesthésie. Donc voilà, mais tout le monde va rester quand même focalisé, tout le monde va porter son attention sur ce qu'est en train de faire le chirurgien, voilà, sur les différents temps opératoires. Souvent les instrumentistes, les IBOD instrumentistes nous disaient on connaît, à force de les répéter, on connaît les différents temps opératoires et on anticipe les temps opératoires. On sait qu'à tel moment, le chirurgien est en train de faire ça, donc à l'instant T plus 1, on sait qu'il va faire ça. Et du coup, on prépare le matériel en conséquence. Voilà. Donc la configuration de la salle joue beaucoup sur effectivement ce côté théâtralisation. Le revers de la médaille de cette centralité, c'est que les restrictions qui s'appliquent à la personne du chirurgien, ou en tout cas à l'opérateur, vont être nombreuses et vont nécessiter une coopération avec les autres acteurs du bloc opératoire. Alors dans les restrictions, on va en avoir une première qui va être tout simplement physique. Vous avez la restriction, le chirurgien ne peut attraper que ce qu'il a à portée de main. Donc s'il y a quelque chose à l'autre bout du bloc opératoire, voire en dehors du bloc opératoire parce qu'il nous manque du matériel, le chirurgien est entre guillemets coincé, il ne va pas pouvoir sortir. Et ce qui rapproche notamment
de ce deuxième facteur de restriction qui est le fait d'être habillé en stérile, cette notion d'asepsie qui est absolument centrale au bloc opératoire. Alors, centrale au bloc opératoire à partir du moment où on a une incision, parce qu'on a pu voir avec Nicolas par exemple qu'en ORL, les gants sont stériles lorsqu'on opère, mais qu'on n'est pas forcément avec une casaque de bloc stérile, parce qu'il n'y a pas d'incision. Donc en fait on va mettre la casaque au moment où on incise, mais pour le reste des temps opératoires, on se contente des gants stériles. Donc cette deuxième restriction au niveau de l'importance de l'asepsie fait que le chirurgien est obligé, c'est nécessaire pour lui de collaborer avec les autres personnes qui sont présentes au bloc opératoire. Donc on a et c'est vraiment une chaîne. Il y a une notion vraiment de transmission de proche en proche, comme ça, une collaboration de proche en proche. Le chirurgien va avoir donc sur son champ d'action son patient et éventuellement le sialytique. Donc le sialytique qui est la lumière au plafond, voilà, il y a un manchon stérile dessus, il peut éventuellement attraper le sialytique, orienter la lumière, etc. Mais le gros des instruments est installé un petit peu à distance du chirurgien. Donc il va avoir besoin de l'ibode instrumentiste pour lui passer le matériel. Et puis l'ibode ne met pas tout le matériel au niveau de la table d'opération, elle en a aussi parfois derrière ou sur le côté. Donc nécessairement ça implique une collaboration entre les deux. Après, au-delà de l'ibode instrumentiste, puisque elle aussi, étant habillée en stérile, elle est obligée, si elle a besoin, de demander à l'ibode circulante. Du coup, voilà, l'ibode circulante, elle n'a que la limite de l'asepsie, puisque finalement, mais qui est inverse à celle de l'ibode instrumentiste et au chirurgien, elle ne peut pas s'approcher trop près de la table d'opération. Voilà, donc tout ça participe, en tout cas du côté de la chirurgie, parce qu'on va voir que finalement il y a un petit peu deux côtés au bloc opératoire et qu'il ne faut pas oublier nos amis anesthésistes, mais en tout cas, le fait vraiment que le tempo soit donné par le chirurgien, que le chirurgien soit le chef d'orchestre de l'opération, participe donc de cette théâtralisation. Alors, le bloc opératoire, par conséquent, parce qu'il y a multitude d'acteurs, c'est un lieu de pouvoir. Et alors, pourquoi un lieu de pouvoir? Déjà par son organisation, par sa localisation. Le bloc opératoire, c'est un monde qui fonctionne un petit peu en autarcie, c'est un fonctionnement finalement assez clanique. Quand vous regardez la localisation des blocs opératoires, ils sont souvent soit au sous-sol, soit en tout cas à distance des services d'hospitalisation conventionnelle. Vous y entrez par un vestiaire, donc vous ne rentrez pas au bloc opératoire avec vos habits civils. Contrairement, là encore, au service d'hospitalisation conventionnelle, où vous avez le médecin, sans entrer dans la symbolique de la blouse, mais le médecin garde sous sa blouse ses habits civils. Là, le chirurgien, lui, dépose l'intégralité de ses vêtements donc, dans son casier et il enfile un pyjama de bloc. Et d'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est que, alors, selon les blocs opératoires, il y a parfois des couleurs différentes entre l'anesthésie et le service de chirurgie, mais en tout cas, au sein de la chirurgie, ils ont globalement tous le même pyjama. Donc, vous savez qui est qui parce qu'à force, vous savez qu'un tel est chirurgien ou chirurgienne et qu'un tel est ibode et qu'un tel est iade, mais en tout cas, tout le monde met la même tenue. Donc voilà, on appartient à une famille, on appartient à un clan qui est légèrement en retrait du reste de l'hôpital. Mais du coup, donc, si la localisation, l'organisation du bloc opératoire fait un petit peu penser à un clan, finalement, qui est le chef de clan? Qui a le pouvoir au bloc opératoire? Donc, je vous parlais tout à l'heure de deux équipes au bloc opératoire, schématiquement, l'anesthésie d'un côté et la chirurgie de l'autre. Et
au sein de ces équipes, il n'y a pas de lien hiérarchique fort entre l'IAD et le chirurgien ou entre l'anesthésiste et le chirurgien. On n'a pas de lien hiérarchique fort. Par contre, on va avoir ce qu'on pourrait appeler un lien fonctionnel. On a besoin les uns des autres pour fonctionner, on a besoin les uns des autres pour mener à bien l'intervention, mais pour autant, ce n'est pas un lien hiérarchique. Pour autant, on a bien des liens de hiérarchie qui sont internes à chaque équipe. Si vous prenez l'équipe d'anesthésie, vous avez des liens hiérarchiques, alors plus ou moins marqués entre l'interne et son senior. Les décisions de l'IAD, même si c'est pas, si on prend un organigramme, l'IAD n'est pas strictement en dessous le chirurgien. Pour autant, elle reste subordonnée à un certain nombre d'indications de l'anesthésiste, etc. Et c'est la même chose du côté de l'IBOD et du côté des chirurgiens. Donc finalement, des conflits qui peuvent apparaître au sein de ces deux familles, on peut avoir des conflits internes à la chirurgie, des conflits internes à l'anesthésie, mais pour autant, ils sont souvent un peu tempérés par ces liens un peu hiérarchiques. Et là où les conflits peuvent plus facilement se créer, ou en tout cas peuvent plus facilement escalader, c'est lorsque ils interviennent entre ces deux familles, quand il y a rencontre entre la chirurgie et l'anesthésie, quand il y a des désaccords en fait entre l'anesthésie et la chirurgie. Donc, à quel moment se crée un conflit au bloc opératoire ? Un conflit se crée au bloc opératoire souvent lorsque le pouvoir, l'autorité, passe d'un clan à l'autre. Je m'explique, le chirurgien est en train d'opérer, c'est finalement lui qui mène la danse. Mais si à un moment il y a une complication et que le patient désature ou pour une raison X ou Y, l'anesthésiste a besoin de reprendre la main, alors si le chirurgien n'est pas totalement prêt à lâcher la main parce qu'il est sur un temps opératoire compliqué, etc., c'est à ce moment-là que peuvent se créer des conflits. Donc vraiment, la distribution du pouvoir au bloc opératoire, elle varie, elle fluctue, et c'est sur ces zones un petit peu de recouvrement, sur ces zones qui sont un petit peu floues, que peuvent naître les conflits. Alors, 3 exemples très rapides, mais par exemple, s'il y a des anesthésistes et des chirurgiens viscéraux parmi nous, je suis sûr qu'ils se reconnaîtront, l'histoire des curares au bloc opératoire. Donc, l'intestin, les organes viscéraux ont une mobilité, ils bougent, ils se contractent, il y a du muscle à l'intérieur, et pour permettre au chirurgien d'opérer, il faut que le patient soit curarisé. Le curare, donc c'est une drogue qui est contrôlée par les anesthésistes au cours de l'opération. Donc, parfois, il peut arriver que le chirurgien demande à l'anesthésiste de curariser le patient. L'anesthésiste regarde ses constantes, il lui dit mais il est curarisé le patient. Et là il lui dit mais non, il n'est pas curarisé parce que regarde, chez moi ça bouge. Voilà. Et en fait, à cet endroit-là, l'anesthésiste devrait finalement se soumettre, en mettant des guillemets évidemment, à la vision du chirurgien qui est au-dessus qui a la vision péropératoire de ce qui est en train de se passer. Pour autant, lui va pouvoir dire que non, le patient n'a pas besoin d'être curarisé plus. Un autre exemple qui est celui de la célioscopie, donc toujours entre anesthésiste et chirurgien. Au moment de la célioscopie, on gonfle l'abdomen du patient avec du dioxyde de carbone. On insuffle du dioxyde de carbone pour faire gonfler le ventre et pour pouvoir opérer plus facilement. C'est l'équipe de chirurgie qui a la main sur cette insufflation de CO2. Mais l'insufflation de CO2 va avoir des conséquences sur le plan hémodynamique, sur le plan d'un certain nombre de constantes qui vont devoir être gérées par l'équipe d'anesthésie. Donc il y a des moments où l'équipe de chirurgie ne va pas pouvoir insuffler le CO2 comme elle voudrait parce que d'un point de vue anesthésique, ça ne se fait pas. Là encore,
querelle possible entre les deux lorsqu'il y a un désaccord. Le chirurgien veut insuffler, l'anesthésiste dit non. On arrive sur notre fameuse zone floue dont on parlait tout à l'heure. Et un dernier exemple qui est celui de l'ORL. Alors en ORL, ce qui est assez marquant, c'est que donc, les ORL travaillent sur la face, le cou, donc ils travaillent sur la partie qui est sur le territoire, si on peut dire, un petit peu des anesthésistes. Donc finalement, en cas de complication, qui reprend la main en ORL? Vous avez le chirurgien ORL en train d'opérer, il faut intuber le patient en urgence. Est-ce qu'il se retire pour laisser la main à l'anesthésiste, ou puisqu'il y est et que de toute façon travailler sur les voies aériennes supérieures c'est son boulot, c'est à lui d'intuber. Voilà. Donc toutes ces zones, un petit peu de recouvrement entre l'anesthésie d'un côté et la chirurgie de l'autre, sont des sources potentielles de conflits. Donc ça, ce sont les conflits qui sont classiquement décrits entre anesthésistes et chirurgiens, mais justement, avec ce que Nicolas vous disait tout à l'heure sur le tournant gestionnaire un petit peu de l'hôpital et l'arrivée de nouveaux acteurs au bloc opératoire, ou l'importance donnée à certains acteurs par rapport à d'autres acteurs sur le plan purement organisationnel ou financier, peut aussi être source de tension. Par exemple, dans certains blocs opératoires qui sont ce qu'on appelle des blocs communs, donc plusieurs spécialités chirurgicales qui sont au même endroit, qui sont dans le même bloc et qui se partagent le bloc opératoire, il reste une salle de libre, on pourrait programmer une chirurgie supplémentaire. Qui va avoir la chirurgie? Si potentiellement 2 équipes de chirurgie sont prêtes, une équipe de viscérale et par exemple une équipe de chir plastique, qui va prendre la main? Voilà, donc ça aussi c'est une nouvelle source, c'est une source nouvelle de conflits potentiels, donc cette fois à l'intérieur de la famille de la chirurgie, puisque en fait on l'a subdivisé avec cette spécialisation croissante dont parlait Nicolas tout à l'heure, on l'a subdivisé en petites familles, donc encore une fois zone de recouvrement et potentiellement zone de conflit. Et puis pour encore rajouter des sources potentielles de conflits, on a fait entrer beaucoup d'autres acteurs au bloc opératoire. Aujourd'hui, au bloc opératoire, on croise des gastro-entérologues qui font des coloscopies, des endoscopies. On va avoir des rhumatologues qui vont faire certaines arthroscopies. On va avoir des cardiologues qui font de la cardiologie interventionnelle, des radiologues qui font de la radiologie interventionnelle. Là aussi, il va se poser la question, à un moment, les ressources, le nombre de salles de bloc est limité. Du coup, comment on va arbitrer pour donner tant de temps aux cardiologues, pour donner tant de temps aux chirurgiens, pour donner tant de temps aux radiologues, etc. Et tout ça fait la transition avec finalement cette espèce de réforme, si on peut dire, organisationnelle et de financement, etc., du bloc opératoire, puisque donc le bloc opératoire, c'est vraiment devenu un environnement très complexe à cause de cette multitude, de cette multiplicité d'acteurs, mais aussi parce qu'il n'a pas échappé au tournant gestionnaire et au virage ambulatoire. C'est un des endroits, le bloc opératoire, les plus coûteux de l'hôpital, dont le maître mot, c'est évidemment la sécurité des patients, mais on a ajouté un autre mot qui va de pair aujourd'hui avec la sécurité des patients, qui est l'optimisation. Et donc on a une optimisation des process, on a une optimisation du temps d'occupation des salles, et on a aussi donc une optimisation des coûts. Donc le virage ambulatoire, la tarification à l'activité, tout ça impose finalement une augmentation de la productivité à l'hôpital, ce qui a conduit à ce que Gentil a appelé une industrialisation des soins. On voit effectivement fleurir dans la littérature, alors socio-anthropo, mais surtout dans toute la littérature sur le management et la gestion, le management, gestion organisationnelle, etc., des études sur les taux d'occupation des blocs opératoires. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que dans le public, on a un taux d'occupation des blocs opératoires
autour de 50 à 75% dans les meilleurs cas. Voilà. Donc, avec la tarification à l'activité, le tournant gestionnaire, il a fallu essayer de rentabiliser au maximum les blocs opératoires. Comment on fait ça, ou comment plutôt on a fait ça, avec le Lean Management. Donc le Lean Management, c'est une approche qui est héritée du toyotisme, donc encore une fois qui est héritée de l'industrie, et qui vise à l'optimisation des processus de production par la suppression des tâches à faible valeur ajoutée. La contrepartie du Lean Management, c'est que ça impose aux équipes, au bloc opératoire, de fonctionner à flux tendu. Pour faire ça, on a remplacé toute une partie plutôt du travail humain par du travail informatique. On a retiré des acteurs, on a retiré du temps de secrétariat, etc. En disant l'informatique fera. Mais sauf que l'informatique ne fait pas tout seul, donc par extension, c'est les acteurs du soin, les acteurs du care, les infirmiers, les médecins qui se retrouvent à avoir un travail administratif supplémentaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde là plus du côté informatique, déploiement des solutions, etc., on se rend compte que un grand nombre des déploiements d'outils informatiques qui sont censés optimiser les process et faciliter la vie de tout le monde, finalement, sont des échecs parce que on n'a pas pensé à leur implémentation, on n'a pas pensé à qui allait faire quoi, et on n'a pas pensé au fait que c'était finalement l'informatique qui devait s'adapter aux pratiques des soignants, peut-être en inventant des nouvelles, mais en tout cas ne devait pas forcer les soignants à s'adapter à l'outil informatique, ce qui est trop souvent le cas. Donc, par extension, des glissements de tâches et la disparition donc d'un certain nombre de personnels administratifs, mais les tâches n'ont pas disparu, au contraire, elles se sont parfois multipliées et donc elles se sont transposées sur le personnel soignant. Donc plutôt que le Lean Management, Gentil promeut plutôt le Slack organisationnel, donc, qui est un mode d'organisation qui permet de donner un petit peu du mou, qui permet de redonner de l'autonomie sur le terrain, mais pour faire du Slack organisationnel, ça nécessite d'avoir quelques ressources en excès, donc à l'inverse du Lean Management où on était tout le temps en flux tendu, et ça suppose aussi une souplesse d'organisation. Et alors attention, par souplesse d'organisation, ça veut dire des processus alternatifs plutôt que des processus dégradés, parce que avec le Lean Management, on a l'habitude de fonctionner sur des modes dégradés. Bah voilà, si j'ai pas les ressources pour faire ça, bah c'est pas grave, j'utiliserai telle ressource pour faire ça à la place. Et puis on fonctionnera comme ça jusqu'à ce que le fournisseur puisse nous apporter tel truc. Ça, c'est un fonctionnement en mode dégradé. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir des processus alternatifs, donc peut-être de multiplier les fournisseurs, de se dire, bah, si moi, mon fournisseur habituel n'est pas capable de me fournir tel matériel dont j'ai besoin pour faire telle ou telle chirurgie, eh bien, c'est d'accepter parfois de payer un peu plus cher, mais d'avoir du coup un fournisseur de secours entre guillemets sous la main. L'innovation au bloc opératoire. Maintenant qu'on a situé un petit peu qui sont les chirurgiens et qu'on a détaillé un petit peu le bloc opératoire, on va pouvoir parler de l'innovation au bloc opératoire à travers un exemple qui est celui de la chaire d'innovation BOPA. Donc BOPA pour bloc opératoire augmenté. C'est une chaire d'innovation qui est portée par l'AP-HP, par l'Institut Mines Paris-Tech et par l'Université Paris-Saclay, et qui se propose d'inventer un futur de la chirurgie et un futur du bloc opératoire. Justement, en partant de ce que Nicolas vous a dit tout à l'heure, en partant du postulat que le chirurgien est un homme est faillible, donc le chirurgien est faillible. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter les capacités du chirurgien pour limiter l'impact de cette faillibilité. Alors,
très très rapidement, mais il y a 4 gros blocs au sein de BOPA. Le bloc IoT, donc l'Internet des objets, où là donc ça fait entre en ligne de compte tout un tas d'artefacts techniques pour essayer justement d'augmenter la vue, l'ouïe, le toucher du chirurgien. On a un bloc data, puisque on ne pourra pas en santé, on ne va pas pouvoir s'affranchir de l'utilisation du big data, etc. Donc c'est prévu dans le cadre du projet BOPA vraiment de réussir à utiliser les données alors le plus efficacement possible, mais du coup on connaît aussi la face cachée du deep learning et de l'intelligence artificielle, etc. Donc là, c'est d'essayer de faire quelque chose qui, sur le plan clinique, sur le plan chirurgical, a une pertinence pour les praticiens et par extension pour les patients. Le bloc donc black box là qui est tout autour des questions de sécurité, de traçage des actes, tout l'impact légal que l'organisation du bloc opératoire peut avoir, et le bloc human factor donc dans lequel Nicolas fait son travail de thèse et sur lequel donc nous avons été déployés dans le cadre de cette mission de la chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc, à terme, l'idée, c'est que finalement, cette chaire d'innovation puisse profiter du réseau immense qu'est la PHP et donc diffuser au sein de la PHP. Alors, diffuser de BOPA vers la PHP, mais également de prendre les initiatives de peut-être certains chirurgiens qui ne seraient pas à Paul Brousse et qui auraient des idées de recherche, etc., qui auraient besoin d'un support technique. Du coup, voilà, c'est vraiment l'endroit vers lequel ils pourront à terme se tourner pour être accompagnés. Et ce qui nous a particulièrement marqué donc, sur ce terrain, c'est que finalement c'est une philosophie, une conception complètement différente de l'innovation. D'habitude, on avait l'habitude d'une innovation qui était très top-down. Voilà, elle était majoritairement drivée par les industriels qui disaient bah voilà, nous on pense que ça c'est un filon, donc on a développé ça, donc maintenant on va essayer de le vendre au bloc opératoire et on va essayer de le vendre aux chirurgiens. Un exemple, c'est celui du robot Da Vinci. Quand vous prenez les premières études sur le robot Da Vinci, vous aviez encore aucune étude, evidence-based medicine, donc aucun essai contrôlé, randomisé, etc., qui permettait de conclure à une supériorité du robot Da Vinci sur les procédures standards, qu'elles soient sous célioscopie ou qu'elles soient nécessairement majoritairement sous célioscopie. Pour autant, la société Intuitive Chirurgicale qui commercialise ce robot, ça ne l'a pas empêché d'aller démarcher tous les blocs opératoires pour finalement, un petit peu comme Apple fait avec le dernier iPhone, dire bah voilà, en fait vous avez vraiment besoin de ça parce que le futur de la chirurgie c'est ça. Donc finalement on a certains blocs opératoires où on a vu arriver Da Vinci parce que c'était un argument marketing pour l'hôpital, pour la clinique, pour l'hôpital privé, etc. Alors même que les praticiens hospitaliers n'étaient pas encore formés. Voilà. Donc là l'idée de BOPA c'est de faire un peu l'inverse, c'est plutôt de se dire bah on va identifier les besoins sur le terrain et puis ensuite on va aller se mettre du coup en lien avec les industriels pour essayer de co-construire une solution. Et donc la spécificité de la chaire BOPA c'est que à l'intérieur vous allez retrouver des chirurgiens mais aussi des industriels et des ingénieurs. Il y a des ingénieurs au sein de BOPA. Alors ce qui a créé par extension des nouveaux problèmes, des nouveaux conflits, là on va mettre des guillemets, mais c'est plus pour faire un clin d'œil à la diapo précédente. C'est des individus, c'est des mondes qui n'avaient pas l'habitude de se parler, le chirurgien et l'ingénieur, voilà. L'un se nourrissait des travaux de l'autre et l'autre se nourrissait des travaux de l'un, mais pour autant ils s'en nourrissaient soit parce que la technologie arrivait au bloc opératoire et puis du coup on décidait de s'en servir, soit parce que on lisait dans la littérature médicale ce qui se faisait, la manière dont les outils étaient utilisés pour essayer de les améliorer. Là le pari de BOPA c'est vraiment de dire
non, en fait, on va réunir tout ce petit monde et puis on va en sortir quelque chose. Voilà. Mais par extension, il faut qu'un chirurgien comprenne que techniquement, ça, c'est pas faisable parce que telle caméra va pas pouvoir filmer de telle manière le bloc opératoire, etc. Ou que telle ligne de code, pour pouvoir la développer, ça va me prendre 15 jours. Mais le chirurgien, lui, veut une solution tout de suite. Voilà, il faut comprendre que il y a aussi un temps, une temporalité qui n'est pas la même. Et à l'inverse, il va falloir que l'ingénieur comprenne vraiment les spécificités du métier de chirurgien et surtout les impératifs du métier de chirurgien. Vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi au bloc opératoire, et si pour avoir la meilleure image possible, vous êtes obligé de mettre la caméra à la place des mains du chirurgien, par extension, ça n'est pas possible puisque vous avez les mains du chirurgien. Ou pour faire telle ou telle acquisition d'image, en fait vous allez être gêné par l'e-bot qui va passer, par la circulante qui va passer, par l'interne qui va changer de place, etc. etc. Donc voilà, c'est deux mondes, c'est une philosophie finalement un petit peu différente de l'innovation, mais c'est deux mondes qui sont obligés d'apprendre à se parler, et même trois mondes qui sont obligés d'apprendre à apprendre à se parler, parce que les industriels, finalement, c'est la même chose. Là, alors, ils peuvent arriver avec des idées, mais qui du coup après sont pour le coup challengés avec les équipes médicales, etc. Beaucoup plus que ce qu'on a classiquement avec des visiteurs médicaux. Alors, très rapidement pour terminer, pour laisser peut-être un petit temps de questions, le planning du séminaire. Donc aujourd'hui, c'était donc la première séance de ce séminaire transition en chirurgie et au bloc opératoire. Et puis donc nous allons avoir une séance par mois jusqu'au mois de juin. Donc la séance numéro 2, alors l'idée, Nicolas vous l'a un peu dit en introduction, l'idée c'était à chaque fois de réussir à faire dialoguer un chirurgien, ou en tout cas un représentant du corps médical et un représentant des sciences humaines, un représentant ou une représentante des sciences humaines. Donc pour la prochaine séance qui aura lieu le mercredi 20 octobre 2021, ce sera donc Marie-Christine Pouchel, qui est anthropologue et directrice de recherche émérite au CNRS, qui dialoguera donc avec le docteur Emmanuel Lansac, qui est chirurgien cardiaque aux hôpitaux universitaires de la Pitié-Salpêtrière, sur la question finalement de qui sont les chirurgiens. Voilà. Ils nous proposeront une vision un petit peu actualisée de l'état de l'art que Nicolas a pu vous proposer tout à l'heure. La séance 3, donc le 24 novembre, être femme en chirurgie, donc qui mieux que deux femmes pour cette séance-là. Régine Berco d'un côté, donc pour les sciences humaines, qui est professeure émérite de sociologie à l'université Paris 8, face ou aux côtés plutôt d'Oriana Ciaccio, donc qui est le docteur Ciaccio, qui est chirurgienne hépatique au centre hépatobiliaire Paul Brousse, praticien hospitalier. Séance 4, la chirurgie, une profession transgressive et sacrée, le mercredi 8 décembre. Donc Leslie Lépron, qui est chef de cabinet de la directrice générale de l'ARS Île-de-France, mais qui a travaillé donc sur cette question-là dans le cadre de son travail de thèse, aux côtés donc de Michel Caillol, qui est chirurgien orthopédique et qui est par ailleurs docteur en philosophie. Donc là on triche un petit peu, on a pris un profil qui mixait chirurgie et sciences humaines. Séance numéro 5, chirurgien et machine, enjeu d'un nouveau compagnonnage, le mercredi 12 janvier. Donc cette fois dans l'arène, on retrouvera le professeur Guillaume Morel, qui est professeur en robotique à l'ISIR, à l'Institut donc, des systèmes intelligents et de robotique, aux côtés du professeur Gaillet, Brice Gaillet, professeur des universités de la faculté de Paris-Descartes, et qui est chirurgien viscéral à l'Institut Montsouris. Séance 6, quelle culture de sécurité à l'heure du bloc connecté, le mercredi 16 février 2022, le professeur Gérard Dubé, sociologue à l'Institut Mines Paris Tech, donc lui qui a beaucoup travaillé sur la question, sur l'aéronautique et la culture de sécurité
dans l'aéronautique et qui, dans le cadre d'un travail un petit peu plus long que celui qu'on a pu mener dans le cadre de la chaire de philosophie, intervient et fait un terrain ethnographique au bloc opératoire de Paul Brousse et au bloc pédiatrique de Necker, entre autres. Aux côtés du docteur Anthony Vacher, donc, qui est médecin militaire et qui est chercheur en psychologie ergonomique à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Donc, le docteur Vacher a travaillé il y a une dizaine d'années sur la question spécifique du bloc opératoire et plus récemment il est sorti du bloc opératoire, mais leurs visions sont assez complémentaires, ce qui devrait promettre un très bel échange. La séance numéro 7, les nouvelles technologies signent-elles la fin du toucher, avec Jean-Michel Beignet, qui est alors docteur en sciences politiques et professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, aux côtés du professeur Alain Masquelet, qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital d'Avicenne. La séance 8, donc pour l'instant nous n'avons que notre représentant médical, mais avec une appétence particulière quand même pour les humanités, le docteur Philippe Nous, qui est psychiatre et qui donc reviendra sur cette cécité empathique et les nouvelles technologies qui sont utilisables pour garantir une homéostasie émotionnelle au bloc opératoire. Il ne manquera pas de parler d'un des projets de BOPA sur lequel on utilise le but à terme, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour aider le chirurgien à se mettre dans de bonnes conditions pour opérer. La séance 9, de quoi l'augmentation est-elle le nom ? Donc Cynthia Fleury, donc, qui est professeure de philosophie au CNAM et qui est psychanalyste, aux côtés du professeur Éric Vibert, donc, qui est chirurgien hépatobiliaire au centre hépatobiliaire Paul Brousse, et surtout donc, qui est le président de la chaire BOPA. Et en conclusion, donc, nous aurons le professeur Jacques Maresco, donc, qui est professeur des universités à Strasbourg, qui est chirurgien viscéral et qui est surtout le président fondateur de l'IRCAD, donc de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, et qui, il y a quelques années maintenant, a réalisé la première ablation de vésicule biliaire transatlantique, donc avec un patient qui était situé donc à Strasbourg, au CHU de Strasbourg, et lui-même opérant depuis New York, du coup, par téléchirurgie. Voilà. Donc on pensait que avec la vision assez novatrice qu'il avait eue sur ces questions d'augmentation du chirurgien déjà à l'époque, il pouvait apporter un joli regard pour cette séance conclusive. Voilà.